on a la chance à La Réunion d'avoir deux collectivités, les deux plus grosses collectivités qui travaillent sur la certification. Et donc c'est vraiment un réel atout parce que c'est un chantier qui est assez nouveau, qui amène beaucoup de questions, on va en parler. Et puis, bon, ça nous permet, nous, d'échanger entre nous. Et aujourd'hui, on est heureux, parce qu'on ne l'avait pas fait depuis le début, de pouvoir aussi restituer un petit peu l'état de nos réflexions par rapport aux collègues. Voilà, on sait qu'ils nous suivent, parce que comme l'a dit Yannick, c'est un chantier qui est un chantier d'avenir. Voilà. Donc, alors, on n'a pas donné de définition de la certification, donc juste je le rappelle, et puis ensuite je laisserai la parole à Jack, qui va rappeler quand même le contexte dans lequel on se situe. Donc la certification, c'est une opinion écrite et motivée, formulée par un commissaire aux comptes, sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des états financiers. Donc, voilà, tous les mots sont importants et on va y revenir. Donc, je te laisse la parole pour... Merci Bruno. Voilà. La certification pour nous a démarré depuis 2017. Nous sommes issus d'une décision de la loi NOTRe, l'article 110, qui a décidé l'expérimentation au niveau de 25 collectivités. Les deux collectivités, régions et départements de La Réunion, ont fait acte de candidature et ont été retenus par le Premier ministre. Et je précise là que nous, par rapport justement à cette sélection de la Cour des comptes en 2016, nous avons démarré depuis 2017 un travail de fond soutenu par la Chambre régionale des comptes et la Cour des comptes, qui sont venus dans nos murs faire un diagnostic global d'entrée qui a été très long et productif. Hein. Je vois des acteurs de la Chambre régionale des comptes dans la salle. Et donc, sur ce travail d'accompagnement de la Chambre régionale des comptes, je considère que c'est un élément extrêmement important pour les collectivités et je formule le vœu que quand ce sera généralisé, il y a la même disposition qui concernera les autres collectivités. C'est très important parce que, entre nous, les termes et la signification d'un contrôle, d'une certification des comptes sont très éloignés de nos repères traditionnels d'une collectivité publique et surtout des règles de finances publiques. Donc nous avons besoin de bien comprendre comment les choses se déroulent et à ce niveau, l'échange fourni qu'il y a eu entre la Chambre régionale des comptes tout le long de l'exercice 2017 et 2018 nous a permis de proche en proche de préciser pas mal de notions. Nous sommes maintenant un peu moins dans l'incertitude sur pas mal de points. Je tiens à le dire, c'est un élément très important, cet accompagnement, et je pense que pour l'ensemble des collectivités, il y a cet élément de compréhension de la certification qui est impératif de bien mettre en place. Maintenant, nous avons, en termes de dispositifs, lorsque nous allons terminer le diagnostic d'entrée et les audits ciblés jusqu'en 2019, nous allons commencer en 2020 le premier exercice de certification et ceci jusqu'en 2022. Et systématiquement, l'année suivante, nous aurons donc un commissaire aux comptes qui viendra faire son travail dans nos murs. Donc c'est sur ces aspects de procédure. Je pense que j'ai très attentivement écouté ma collègue de droite et je retrouve énormément d'éléments de son discours dans ce que moi je prévois de vous dire. Bruno. Sur le contexte, puisque l'intitulé du colloque c'est gestion locale et chambre régionale des comptes, donc c'est vrai que ce qu'il faut quand même signaler maintenant, c'est que ça nous permet ce travail d'avoir des relations de travail avec la formation interjuridiction. Ce qu'on appelle la formation interjuridiction, c'est le groupe de travail constitué de la Cour des comptes, donc notamment la 4e chambre qui est représentée, la CRC de La Réunion et puis des experts mobilisés ad hoc en fonction des besoins. Et donc c'est vrai que le travail, ce matin on a longuement parlé des relations un petit peu compliquées, complexes et passionnantes entre les ordonnateurs et les CRC. C'est vrai que là, aujourd'hui, nous actuellement au département, et toi je crois que c'est le cas, on n'a pas de contrôle CRC en cours. Donc on rencontre les magistrats avec une casquette hors jugement, hors contrôle de gestion. Voilà, une casquette qui est nouvelle pour nous, on n'est pas habitués, et je pense aussi nouvelle pour eux. Donc peut-être qu'ils pourront nous dire comment est-ce qu'ils vivent la chose, mais c'est vrai que c'est une modalité de partenariat qui est intéressante et assez nouvelle. La deuxième chose que ce contexte m'inspire, c'est qu'on est dans une expérimentation.
Donc je dirais pourquoi est-ce que le département on a été intéressé par cette expérimentation, mais l'expérimentation ou l'innovation en matière de gestion publique, pour moi, ça implique le droit à l'erreur. Par rapport à ce que disait Madame sur le fait qu'effectivement, il y a une forte pression sur le fait qu'il faut réussir la certification, qu'on espère fortement que ça sera sans réserve. Voilà. Ceci dit, en tout cas moi, quand je parle à la fois à mon exécutif et puis aussi aux équipes du département, je dis, ben voilà, donc c'est une expérimentation. On est là aussi pour faire naître la matière. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de qu'est-ce que c'est la certification des comptes du secteur public local, selon que vous parlez à un magistrat de la Cour des comptes, à un CAC, à quelqu'un de la DGFiP, les définitions ne seront pas forcément les mêmes. C'est une matière qui est nouvelle. Et donc ça, pour moi, du coup, ça enlève un peu de pression. On est là aussi pour travailler pour le futur et c'est même assez exaltant. Voilà. Alors la question que vous vous posez tous, c'est pourquoi le département s'est engagé dans cette expérimentation. Et puis tu répondras pour la région. Donc c'est pas par masochisme, hein, je vous rassure. Il y avait plusieurs raisons. D'abord, c'est vrai que le département de la Réunion, même s'il a une situation financière qui est tendue et que vous connaissez, a toujours été soucieux d'innovation. Par exemple, sur les questions de dématérialisation, on était relativement en pointe. Deuxième chose, c'est qu'on est une grosse boutique, comme un peu le CHU, ce que disait Madame, c'est un peu la même chose. Donc nous, on a 5000 agents, un budget de 1,6 milliard. Et on va dire ça pudiquement, mais disons que les opérationnels chez nous ont parfois une appétence qui a des limites pour les questions de maîtrise des risques comptables et financiers. Donc on est à l'affût de tous les leviers qui permettent de maîtriser le risque et d'apporter des innovations organisationnelles. Voilà. Et puis il y a un dernier point, alors ça au moment où on est rentré dans l'expérimentation, c'était peut-être moins prégnant, mais aujourd'hui, notamment quand j'entends le discours du président, M. Cyril Melchior, c'est des impératifs de transparence vis-à-vis du citoyen réunionnais. Et c'est vrai que pour moi, cette question est très importante et la certification fait partie du devoir de transparence. Oui, je complète ce que tu viens de dire. Le mot du directeur général quand il a lancé cette opération, c'était son intérêt dans la possibilité d'améliorer vraiment le rendement de notre collectivité. Il y a d'énormes marges de manœuvre qui sont dans les services et donc son intérêt, lui, il a mis en premier, c'était l'amélioration organisationnelle que cela impulserait dans les services, en plus de tout ce que tu as complété. Alors, rapidement, maintenant on va vous présenter les chantiers pour que ça soit quelque chose d'un peu concret et que vous voyez quel est notre quotidien à la direction des finances du département et de la région. Donc la certification, c'est une approche, bon ça c'est une généralité mais il faut le rappeler, c'est une approche par cycle et qui souhaite en fait rapprocher la lecture des états financiers entre entités publiques et entités privées. Donc on va regarder les documents financiers classiques d'une entité quelle qu'elle soit, donc le bilan et le compte de résultat, et puis le commissaire aux comptes va regarder les cycles qui apparaissent à l'écran, et il va regarder deux thématiques transversales qui apparaissent en bas du graphique, qui sont très importants, c'est comment fonctionne le contrôle interne comptable et financier, et le système d'information. Alors, ça paraît assez... on est dans une fac, n'importe quel étudiant de première année de gestion dirait, oui, là, donc c'est une banalité que tu nous dis. Bon, les praticiens qui sont dans la salle savent que si on regarde les stocks, si on regarde les immobilisations, si on regarde le contrôle interne, il y a beaucoup de notions qui n'étaient pas forcément utilisées au quotidien dans le pilotage des entités publiques locales. On était vraiment plutôt sur une vision budgétaire, de performance budgétaire à travers le compte de résultat. Est-ce qu'on a suffisamment de recettes en face de nos charges et voilà. Mais il y a énormément de cycles sur lesquels on se penche insuffisamment. Et donc, de ce point de vue-là, la révolution de la M14 et la M52 et M71, c'est-à-dire les instructions comptables qui ont rendu, par exemple, obligatoire la comptabilité patrimoniale, mais qui ont été mis en œuvre quand même de manière modeste. Aujourd'hui, on continue dans cette dynamique. Pour moi, ça approfondit des questions sur lesquelles la normalisation des comptes publics a avancé quand même depuis, j'ose une trentaine d'années. Voilà. Donc c'est quand même une vision qui est une vision très large et qui nous apporte des choses parce que c'est des sujets que parfois, pris dans le quotidien, on n'a pas l'occasion de regarder en détail. Ce que je compléterai par rapport à ce que Bruno a dit, c'est que ne vous inquiétez pas les collègues, hein, ce sont des éléments qui apparaissent dans le diagnostic. Donc l'ensemble de ces éléments du bilan et du compte de résultat a donné lieu à une analyse de la Cour des comptes, de la Chambre régionale des comptes, après décision et jugement au niveau de la Cour des comptes. Et ces éléments-là ont donné lieu à des recommandations. Donc ce sont des éléments qui ne sont pas très habituels pour
les fonctionnaires d'une commune ou d'un département. Au niveau du bilan, les éléments qui apparaissent au niveau du bilan sont plutôt des éléments du comptable. Et donc, sur ces éléments-là, il y a une analyse totale de la Chambre régionale des comptes avec l'appui de spécialistes de la Cour des comptes qui viennent et qui font des éclairages très intéressants. Donc, sur ces aspects-là, je suppose que là aussi, je pense que la méthode, pour moi en tout cas, elle a permis vraiment de faire avancer les choses à notre niveau. Alors, sur les chantiers en cours, ce sur quoi on travaille, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et puis, il y a certains... C'est là aussi où je dis que la matière est nouvelle. Par exemple, madame a beaucoup parlé des stocks, parce que l'hôpital, ça va une activité, j'ai presque envie de dire, c'est très moche, hein, industrielle. Voilà. Chez nous, la notion de stock en collectivité locale, elle existe, mais ce n'est pas comptabilisé de manière obligatoire. Et c'est limité à certains segments d'activité. Donc, c'est un vrai sujet, mais il y en a tellement, et on verra venir, qu'on n'a pas tout traité. On a essayé de prioriser. D'abord, la première priorité, c'était le passage à la M57. Vous savez qu'à terme, les étudiants de finances publiques, ça sera simple pour eux, puisque dans 10 ans, toutes les collectivités locales seront à M57. Donc ça fera une question facile à répondre lors du quiz de fin d'année. Mais en tout cas, dans l'immédiat, vous savez que ce sont les métropoles et les expérimentateurs de la certification qui sont passés à la M57. Donc nous, on n'a pas constaté d'effet collatéral massif. Bon, parce que les classes de compte ne sont pas fondamentalement différentes de celles qu'on connaissait et ça ne change pas les règles de vote. On a pu garder, toi tu continues à voter par fonction, moi par nature. Il y a eu ce qu'on peut noter, c'est la disparition des classes 67 et 77, donc les écritures exceptionnelles. Voilà. Par contre, ce qui est le plus important, ça sera l'instruction comptable qui accompagne la M57. Et là, il y a des changements importants, notamment sur la question des amortissements. Voilà. Je ne vais pas faire un cours sur les amortissements, j'en serais incapable, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des notions très complexes qui apparaissent avec la M57. Par exemple, l'amortissement au prorata temporis, l'amortissement par composant, j'en dis pas plus, sauf si vous me posez sauf s'il y a des gens qui veulent vraiment connaître. Mais ouais. Et donc, mon responsable du service inventaire comptable pourra vous en parler à la fin de la journée. Et donc, c'est très très lourd en fait. Et nous, justement, c'était un peu l'idée d'être expérimentateur. On essaie de dire aux experts, est-ce que ça a vraiment un sens? Voilà, ça modifie que marginalement le résultat. Pour nous, il n'y a pas d'impact fiscaux et autres. Voilà. Donc, la M57, grosso modo, c'est encore une nomenclature qui est en devenir. Donc, en termes de classes comptables, de classes de compte, pas beaucoup de révolution. Par contre, la nomenclature, l'instruction comptable pourra être relativement compliquée. C'est encore un travail qui est en cours. Sur les autres chantiers, alors la fiabilité des comptes, pareil, on a essayé de prioriser. Ce matin, il y a eu un débat sur les travaux de tenue de l'actif. Voilà, je crois qu'on a opposé tenue de l'actif et nourrir les enfants à la cantine. Voilà. Donc nous, on a juste, enfin, ce qu'on essaie de travailler sur la tenue de l'actif, c'est la concordance entre l'inventaire physique, l'inventaire comptable au niveau de l'ordonnateur et la tenue de l'actif chez le payeur. Donc ça, effectivement, même si, indubitablement, il faut le faire parce que une entité comme le département ou comme la région ou toute grande collectivité doit connaître son inventaire physique et de là on découle tout le reste. Par rapport à ce qui a été dit ce matin, c'est vrai que la difficulté qu'on a, nous, collectivités locales, c'est qu'autant les achats un petit peu récents, le mobilier, le parc automobile, le parc informatique, c'est très très bien suivi en général parce que ce sont des achats récents et puis on a cette problématique maintenant d'optimisation de dépenses. Par contre, et le département, c'est particulièrement vrai, on a un parc en matière de foncier et de bâti, on a des IMO qui sont faramineuses, qui représentent des milliards d'euros, qui sont très anciennes, et ça demande quand même un travail de mise à jour d'archéologie administrative extrêmement lourd. Voilà. Aujourd'hui, on est quand même dans l'état d'esprit de le faire, on a des gens qui travaillent là-dessus, ça demande des ressources, et l'exercice est intéressant, mais l'exercice est lourd, et c'est typiquement le genre de sujet sur lequel on demandera une certaine mansuétude, voire un délai de grâce, parce que ça pourra, à mon avis, nourrir des réserves pendant de très 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 nombreuses années. Est-ce que c'est ça qui est recherché? Deuxième sujet, je ne vais pas tout traiter, c'est le sujet des provisions. Alors ça m'a amusé, madame, quand vous disiez, vous avez la pratique de passer trop de provisions. En collectivité, c'est plutôt l'inverse. Voilà, donc voilà, donc c'est vrai que, par exemple, pour tout ce qui est risque contentieux, on en a beaucoup parce qu'on fait beaucoup de commandes publiques, mais on ne les provisionne pas tous dès qu'on a un litige. Alors c'est là aussi l'expérimentation.
on ne va pas se mettre la pression en disant on va tout provisionner. Déjà, on en serait budgétairement incapable, et puis ça ne serait pas de la bonne politique. Pour nous, l'idée, et vous allez me dire si c'est correct comme approche, c'est de dire lorsque le certificateur viendra, il faudra lui donner une doctrine d'emploi pour qu'il voit qu'on sait où on va, et on a défini quelles étaient nos règles internes de provisionnement en fonction du risque. C'est un sujet qui est connu, et on agit en conséquence. Mais on ne va pas non plus se laisser dicter ces écritures comptables en ayant une approche où on essaierait de mettre le parapluie et tout provisionner, ça ne serait pas de la bonne gestion. Et puis, dernier sujet, c'est le sujet des travaux de fin d'exercice. Alors maintenant, on appelle ça cut-off, parce qu'il y a aussi un point, c'est que la certification, lorsque vous travaillez avec des commissaires aux comptes, et en fait, ils ont un vocabulaire anglo-saxon, donc révisez vos cours d'anglais. Et notamment, il y a tout ce qu'on appelle le cut-off. En fait, grosso modo, c'est la question des rattachements des charges à l'exercice. Est-ce que ça donne une image fidèle des comptes ou pas? Voilà. Donc un chantier relativement lourd. Tout à l'heure, Jack parlera du système d'information. Sur la maîtrise des risques, alors, il y a un terme qui est très important dont a parlé Yannick, c'est le contrôle interne comptable et financier. C'est vrai que dit comme ça ne paraît pas extrêmement sexy de parler ça à vos équipes en disant on va travailler sur le contrôle interne comptable et financier. Et c'est vrai qu'au début, on s'imaginait un peu qu'on allait devoir écrire des guides de procédure, voilà, procédurer à tout va, ce qui n'est jamais quelque chose qui passionne les collaborateurs, soyons réalistes entre nous. En fait, là-dessus, ça a été presque la meilleure surprise côté département, c'est-à-dire que quelqu'un ce matin a parlé de la maïotique socratique, c'est un peu comme ça qu'on a travaillé. C'est-à-dire que par exemple, pour le cycle dépenses, le département a un gros budget, mais les dépenses sont assez concentrées. Donc on a identifié une quinzaine de cycles, la paye du personnel, le versement, des grandes allocations comme le RSA, enfin, ça c'est bientôt fini, et l'APA. Et, voilà. Et donc comme ça, on a identifié les cycles à enjeu, et ensuite ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler en toute transversalité, en allant de l'ouverture des droits jusqu'au mandatement de la dépense, et en essayant à chaque fois d'identifier les acteurs, d'identifier surtout les risques, quels sont les risques comptables et financiers. Et l'étape dans laquelle on est aujourd'hui, on a plutôt bien avancé dans la cartographie grâce à une mobilisation forte des équipes, c'est plutôt d'essayer, une fois qu'on a identifié les risques, c'est de voir quel plan de contrôle on met et qu'est-ce qu'on a comme levier de contrôle aussi. Et ça, c'est un travail vraiment passionnant parce que c'est un outil de transversalité. Être dans des réunions de travail où on travaille toutes les équipes, enfin toute la chaîne de dépenses, et ça nous permet aussi de regarder est-ce qu'il y a des doublons, est-ce qu'au contraire il y a des zones de risque qu'on n'avait pas identifiées. La difficulté d'exercice, bon, je n'entrerai pas dans le détail, c'est que entre le contrôle interne comptable et financier et le contrôle, on va dire, sur l'aspect opérationnel, métier, parfois la frontière est ténue. Donc c'est un exercice qui peut nous amener très très loin, et on a quand même cette deadline de fin d'année 2019 que tu as dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait fini ce travail de cartographie à la fin de l'année. Voilà. Je te laisse compléter, parler du système d'information. Oui, et peut-être aussi quelques éléments complémentaires. Bruno a donné beaucoup de détails sur ce que nous vivons actuellement. Je confirme à 200% ce qu'il donne comme explication. Nous sommes confrontés sur la certification sur la M57 pour les collègues. De manière générale, c'est une nomenclature qui regroupe l'ensemble des nomenclatures M14, M52 et M71. C'est un empilement de toutes ces compétences-là. Et dans notre budget cette année, il y a des fonctions, parce que nous avons voté un budget par fonction, il y a des fonctions qui n'ont pas été approvisionnées en crédit pour la bonne raison que ce ne sont pas dans nos compétences. Donc on ne peut pas inscrire des crédits. Mais par contre, on retrouve beaucoup de caractéristiques des collectivités locales, enfin des communes par exemple, parce qu'il y a des interventions qui peuvent apparaître sur les deux collectivités. Sur ces aspects de la M57, nous avons été confrontés, nous cette année, on a démarré le système au 1er janvier et simultanément nous avons mis en œuvre le dispositif d'un transfert dématérialisé du budget à la préfecture. Et il y a donc des réglages de boulons à faire entre les outils de transmission, entre notre système informatique ASTRE, et donc c'est un élément technique qui convient de bien prévoir au niveau des collectivités quand vous serez confrontés à la mise en œuvre de la M57. Sur les aspects actifs immobilisés et charges de personnel et les éléments que
Bruno vient de donner en matière de contenu des opérations, je tiens à indiquer que l'enjeu pour nous, c'est vraiment de procédurer à tous les niveaux. Nous avons un énorme challenge devant nous. Les collectivités, tous les agents connaissent très bien leur boulot, il n'y a pas de problème là-dessus. Nous avons très peu de réflexes de les formaliser et de mettre noir sur blanc comment nous travaillons. Et là, il faut bien se rendre compte que ça devra être un impératif et que tous ces éléments-là seront dans un dossier, et il faudra s'habituer à certaines terminologies, le dossier permanent et le dossier de clôture. Vous avez intérêt à faire apparaître ces procédures dans ce dossier de clôture. C'est essentiel. Sans ces éléments, le commissaire aux comptes ne pourra pas commencer son travail. Ensuite, sur les éléments, quantitatifs, sur ce que nous avons à faire, il faut bien se rendre compte que c'est la totalité de la collectivité. La région, elle est à 3000 agents, un petit peu moins que toi, et ces 3000 agents-là devront s'approprier toutes ces procédures et les exécuter. Donc la caractéristique de ce travail chez nous, ça va être un accompagnement au changement, mais à tous les niveaux. Je reviendrai là-dessus plus tard. Ensuite, sur le système d'information, ce que je tenais à dire, et chez nous, il y a eu un véritable enjeu qui avait été relevé dès 2017 sur le fait que les systèmes d'information financiers sont accessibles à beaucoup d'intervenants. Ces accès à des gens qui ne sont pas, pour certains, qui n'utilisent l'outil qu'une ou deux fois dans l'année, voire pas du tout, mais qui apparaissent toujours dans la liste des personnes accréditées, il y a un enjeu de sécurité très fort. Il est impératif qu'il y ait un chantier de... soyons clairs, il faut nettoyer les systèmes d'accréditation, c'est très important. Un deuxième aspect sur le système informatique, là aussi j'insiste beaucoup, il y a un autre niveau de sécurité, il s'agit d'éviter la rupture des systèmes informatiques. Vous avez très souvent 2 ou 3 systèmes informatiques qui concourent à la bonne exécution financière. Tous ces éléments, toutes ces données qui apparaissent d'un système informatique à l'autre, il est impératif d'éviter des ruptures, c'est-à-dire qu'il y ait reprise des données qui sortent d'un système pour être intégrées dans un autre système. Il est impératif qu'il y ait des connecteurs entre tous ces logiciels pour éviter ces problèmes. Et c'est un système, il est impératif que nous ayons une bonne vue de notre périmètre d'intervention. Ces éléments-là, ils apparaissent au fur et à mesure. On vous le dira, moi je vous le dirai tout à l'heure, nous nous faisons aider par un commissaire aux comptes de la place, Mazar, et ces éléments-là, ils sont très attentifs à les traiter et nous faire aboutir sur ces dossiers. Un dernier élément sur la maîtrise des risques. C'est un élément à la région, il faut être dire clair, le système de contrôle interne n'existait pas dans le sens d'un système de contrôle sur la partie commissariat aux comptes. On avait tous notre système de contrôle pour permettre des contrôles d'opération, des contrôles internes dans un service, mais pas dans le sens d'un contrôle interne, sens du commissariat aux comptes. La région, donc, a pris la décision de créer, ex nihilo, un service de contrôle interne. Et nous avons la chance d'avoir déjà un précédent parce que nous sommes autorité de gestion des fonds européens. Donc, on a, je pense, simplifié les choses en carrément dupliquant le système de contrôle du FEDER. À ce niveau-là, ça a été une chose assez simple. Mais maintenant, ce contrôle interne, il doit commencer à produire. Et chez nous, la production du contrôle interne a démarré, si vous voulez. Alors, quelques mots sur la façon dont on travaille la conduite du projet. On commence par la région. Voilà. On s'est concerté, Bruno et moi, pour voir un peu, confronter notre méthode de travail en région et en département. Grosso modo, on a à peu près la même logique de travail. À la région, donc, on a privilégié des groupes de travail en fonction des thèmes, des recommandations qui nous ont été dictées par la Cour des comptes. Donc, ces groupes de travail, sans surprise, la direction des affaires financières a un certain volume, pas mal. Sur le patrimoine, nous avons des recommandations très structurantes au niveau de la formation
de désimmobilisation, etc. Donc nous avons la direction du patrimoine et de l'immobilier qui est chargée de cette opération. Sur les ressources humaines, les procédures de contrôle interne et les systèmes d'information, ce sont donc des directions thématiques qui les ont prises en charge. Il doit être précisé à ce niveau que sur les 14 recommandations de notre DGE, nous avons un travail très soutenu avec notre assistance à maîtrise d'ouvrage, Mazar, et Mazar a élaboré pour nous les plans d'action, et sur la base de ces plans d'action, il y a des responsables de cycle qui seront qui seront chargés de faire les travaux quotidiennement sur la mise en œuvre de ces travaux. Maintenant, le projet chez nous, il est ce qu'il est. C'est un dossier que le directeur général, pour la raison que je vous ai indiquée au début, a pris directement sous son égide. Il pilote par un comité de certification et il se fait assister. Nous avons quand même des services qui travaillent quasiment à plein temps déjà sur ce système. Ce n'est pas un dossier que nous pouvons traiter quand nous avons un temps. Il est nécessaire que des gens y consacrent la totalité de leur travail, de leur temps de travail. Donc le directeur général a désigné deux chargés des missions qui sont, eux, chargés des relations et plutôt la liaison entre les travaux en interne, Mazar et la Chambre régionale des comptes. Il faut savoir que tous les ans, la Chambre régionale des comptes vient faire des audits ciblés. Et donc là, cette année, nous attendons encore 3 audits ciblés. Et sur ces éléments-là, nous continuons à bâtir les plans d'action. Donc sur les intervenants, il y a les directeurs qui sont là. Il y a un élément très important sur lequel je tiens à attirer votre attention, le réseau des référents. Ils ont été nommés. Sur ces référents-là, en fait, ce ne sont pas eux qui s'occuperont de la certification dans les directions. Ce seront des médiateurs entre les services, les agents qui seront chargés des travaux en période de certification et les services finances, patrimoine, etc. Ce sont des médiateurs. Je laisse Annie Bruno. Sur notre organisation au département, elle est assez voisine avec une différence notable, c'est que en fait, notre organisation est beaucoup plus concentrée au niveau de la direction des finances que ce qui est le cas à la région Réunion. Donc on a effectivement dans chaque direction opérationnelle, vous avez des sigles, c'est pas nécessaire que je rentre dans le détail, mais il y a des référents qui sont désignés et il y a des responsables de chantier qui sont positionnés au niveau de la direction des finances pour l'essentiel. Donc vous avez les cycles de dépenses, les cycles de recettes, la tenue de l'actif, les provisions. Et vous avez ensuite les 2 chantiers transversaux avec le contrôle interne comptable et financier et la direction des systèmes d'information, la direction informatique qui gère tout ce qui est classiquement tout ce qui concerne le système d'information financier. Au niveau de la gouvernance, on a un comité de pilotage qui se réunit 2 fois par an, donc piloté par l'élu. Ce qu'il faut dire, j'enchaîne un peu sur les avantages et les inconvénients, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas créé de poste au département pour travailler sur la certification. On a juste une chargée de mission qui encadre la démarche et qui l'anime, mais c'est-à-dire que les référents certification, entre guillemets, et s'il y en a dans la salle, j'ai un merci, mais ils acceptent de travailler sur ce sujet un peu en plus de leur activité quotidienne. Et donc c'est vrai que ça nécessitera quand même à terme une reconnaissance managériale ou quand même il y a quand même la question de la ressource humaine qu'on peut dégager au projet qui est une question très importante. Je te laisse faire le lien avec la slide d'après. Parce qu'aujourd'hui c'est vrai que si on fait un rapide bilan, alors on n'a pas tout l'historique du CHU, donc c'est beaucoup plus, tu peux tout mettre. Pour l'instant c'est plutôt un ressenti qu'on a qui est pas encore, qui nécessitera à être étayé. L'année prochaine à la même période ça sera complètement différent. Qu'est-ce qu'on a gagné aujourd'hui sur la certification et par contre, quels sont les inconvénients que j'ose croire transitoires? Pour moi, les points positifs, on l'a dit, et pour moi c'est vraiment le point important, c'est l'aspect acquisition de la culture des risques et mise en place d'une organisation un peu transversale pour maîtriser le risque et sécuriser les process comptables et financiers. Le département de la Réunion a vraiment besoin de ça et donc on est content que ça se mette en place et aussi on est entre nous, soyons totalement transparents, le fait que ça soit labellisé Cour des comptes, CRC,
qu'il y ait quand même un calendrier totalement, on va dire, très contraignant, j'ose le mot, qui est fixé au niveau national. S'il n'y avait pas ça, ça avancerait beaucoup plus lentement. Donc c'était quelque part, c'est un sacrifice qu'on a fait, mais qui en vaut le prix. Sur le gain d'image, aujourd'hui il est patent, puisque c'est vrai que notre président, c'est vrai, communique, et ça nous fait plaisir, sur la certification des comptes, et on espère que ça sera valorisant vis-à-vis du citoyen réunionnais. Il y a la question, c'est vrai que lorsqu'on a travaillé sur la certification, c'était la question de est-ce que ça améliore la relation avec les banques? Comme il y a beaucoup de financiers dans la salle, ils doivent se poser cette question. Alors, à ce stade, oui. C'est-à-dire que quand on voit un banquier et qu'on lui dit, vous savez, on travaille sur la certification des comptes, son œil brille, quoi. Il dit, bon, bah, ça lui paraît intéressant. Par contre, après le coup de foudre un peu transitoire, il nous dit, quand même, dès que vous avez des premiers travaux, est-ce qu'il y a des réserves ou pas? Ça m'intéressera de le savoir. Donc on craint un peu, je ne sais pas si vous avez recours à des financements externes, peut-être qu'il y aura un deuxième effet qui se coule et que quand il y aura les premiers rapports de certification, son amour va peut-être baisser un petit peu, quoi. Et concernant les inconvénients, pour être plus sérieux, c'est vrai que ce qu'il faut quand même retenir, c'est que la certification, ça entraîne des coûts. Déjà, ça entraîne des coûts de mise en œuvre. Tu l'as dit, toi, tu as un accompagnement externe, nous aussi, on travaille à un cabinet Ernst & Young, pour ne pas le citer. On a essayé de valoriser quand même la quote-part d'équivalents ETP qui travaillent sur le projet. C'est colossal, puisque comme vous avez vu la quantité de chantiers qu'on a, ça se chiffre en centaines de milliers d'euros. Et c'est juste des équivalences d'unités de répartition, quel est le temps passé, la quantité de temps passé sur le sujet. Donc ça, ce sont les coûts directs. Sachant qu'en plus, je ne sais pas ce qu'il en est à la région, mais nous, on ne va pas pouvoir recruter 50 contrôleurs internes, comptables et financiers pour travailler sur le sujet. Donc on est attentif quand même à ce qu'il n'y ait pas de surcoût massif. On essaie de travailler à coût constant, et c'est compliqué. Et deuxième sujet, ce sont les coûts que j'appellerais comptables et budgétaires. Aujourd'hui, si le président du département me disait, par rapport à ce que vous avez dit, est-ce que ça ramène des euros, je lui dirais plutôt que la certification des comptes, ça va entraîner à passer plus de dotations aux amortissements. Certes, on sait très bien qu'ensuite elles seront reprises, mais dans l'immédiat, il faudra les passer. Il faudra passer des admissions en non-valeur. Il faudra constater des dépréciations d'actifs dans certaines participations qu'on a. Il faudra aussi provisionner des risques, quoi. Donc, au bout de 5 minutes, il va m'arrêter. Il va me dire, mais là, tu ne parles que de coûts. Et je lui dirais, mais en fait, oui, ce sont des coûts immédiats et qui ensuite auront des bénéfices à moyen terme. Mais c'est vrai que on est entre nous, le département de la Réunion a une situation financière qui est tendue comme tous les départements. Le fait que ça soit générateur de coûts peut être quand même quelque chose qui rend la démarche complexe. Et puis, il y a le dernier point, mais ça, je fais le point avec... M. Chapard va sans doute en parler, le fait qu'on est encore dans un cadre mouvant. À la fois, j'ai dit au début, ça décomplexe parce qu'on se dit matière nouvelle, on ne sait pas encore quel est le champ des obligations qu'on va se créer. En même temps, on peut se dire parfois, mais où est-ce qu'on va finalement? Est-ce que le législateur va rendre ça obligatoire, auquel cas il faut se dépêcher, ou est-ce qu'au contraire, il y aura un délai supplémentaire, auquel cas ça ne sert à rien de se... Voilà. Et ces questions, on se les pose parce qu'on avance en marche. Il y a un élément important aussi sur ce que tu avais noté sur les impacts sur la notation et les coûts des financements. C'est la même chose pour les avantages et les inconvénients pour moi. Donc nous avons un avantage à avoir la certification. C'est très vrai que la certification vue par nos partenaires banquiers, c'est une excellente chose. Je m'interroge, moi, nous sommes notés, la région a une notation avec Fitch, et nous avons des programmes de billets de trésorerie qui sont très intéressants en termes de financement de trésorerie pour nous. Simplement, je m'interroge, moi, sur l'impact, par exemple, de ce que vous avez connu sur le refus de certification, l'année où ce serait un refus pour la région Réunion. Nous avons une situation, contrairement à la légende, qui n'est pas plus florissante que celle du département. C'est une légende, la région n'est pas riche. Et donc, sur ces aspects-là, il est impératif que nous ayons une très grande vigilance. C'est sur cette
petite subtilité que moi je voulais intervenir, et surtout les coûts de la qualité à notre niveau, compte tenu de la structure de la DAF région, qui est une DAF mission très concentrée. Donc les travaux que nous devons mener sur la certification nous ont amené à renforcer la DAF en recrutant carrément un commissaire aux comptes avec tous les diplômes voulus pour nous permettre de nous accompagner et de prendre le minimum des risques jusqu'en 2022. Donc le coût de la qualité, sans revenir sur les coûts induits que cela génère auprès des fiches de poste de chacune des personnes concernées, il y aura chez nous très clairement une prise en compte de ces dépassements. Et M. Schwerer de contrôle de la légalité, je ne sais plus s'il est là, mais j'ai bien l'intention de faire valoir ces coûts de certification dans le retraitement au niveau du contrat de confiance. Alors, tu fais bien d'en parler parce que j'allais en parler justement sur le fait que... Monsieur Schwerer est encore là ou pas? Il n'est plus là. Ah, non, mais effectivement, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé... Il y a encore des choses qui sont presque... Il y a un hiatus entre la certification des comptes et la contractualisation. C'est que, par exemple, les admissions en non-valeur, qui sont une démarche vertueuse en termes comptables, aujourd'hui, sont dans le périmètre des dépenses qui sont prises en compte dans ce qu'on appelle les contrats de Cahors. Donc là-dessus, il faudrait quand même que le service de l'État se mette d'accord entre eux pour qu'on ait quand même une facilitation, puisque sinon on ne pourra pas passer ces écritures qui sont nécessaires en termes de qualité comptable. Voilà. Sur ces aspects aussi, des premiers bilans que nous tirons sur la certification, la région a des dispositifs assez spéciaux qui ne se retrouvent pas dans toutes les collectivités. Et je tiens à signaler, par exemple, que... je terminerai. Nous allons quand même signaler que des éléments de doctrine pure de comptabilité devront être examinés par le Comité national de comptabilité publique, parce que sur des éléments qui concernent le FEDER, par exemple, ça nous pose des problèmes de principe. On vous en exposera le tenant. Peut-être pour finir, mais très très rapidement, grosso modo, les conditions du... Vas-y, il y a une animation, si tu peux aussi... Dommage. Normalement, la flèche rentrait dans la cible et c'est pas le cas. Donc, ça, c'est lié au dysfonctionnement, au partenariat région-département qui pourrait être meilleur. Donc, grosso modo, les conditions du succès, il faut un portage et un pilotage interne fort. Moi, je rêve que mon directeur général des services veuille me voir tous les jours pour me demander « tu en es où dans la certification des comptes ?» Voilà, pareil pour le département. Le président du département, il peut m'en parler quand il veut. Voilà, il faut vraiment qu'on sente un intérêt des décideurs. Il faut renforcer les compétences. Donc c'est vrai qu'on a bénéficié, on ne l'a pas dit suffisamment, mais d'une offre de formation DGFIP sur certains sujets. On aimerait bien qu'elle continue parce que cette année, pour l'instant, on n'a pas d'offre ouverte. Les audits ciblés, c'est une très bonne chose parce que ça nous apprend énormément, donc on est demandeur. Et voilà, donc l'accompagnement externe, que ce soit à titre onéreux par des cabinets de consultants, mais aussi la ville de Paris, par exemple, nous a aussi donné beaucoup de conseils. Voilà, donc on est encore en phase d'apprentissage, et ça, on le dit de manière très humble par rapport à ce que vous disiez, on est en phase de préparation. Donc aujourd'hui, la démarche est bien engagée au département, mais le plus dur reste à faire. Voilà, je le dis très clairement. Et en guise de conclusion, moi, ce que j'aimerais bien faire comprendre à tout le monde, les collectivités locales, il y a deux acteurs. Il y a l'élu et l'administration. Cet élu, il est un acteur au même titre que l'administration dans cette opération. Et moi, le propos que je voudrais bien tenir très publiquement, c'est que les conséquences d'une certification bien menée amèneront d'une manière ou d'une autre, je suppose, à ce que des opérations de fin d'année produisent des difficultés au point de vue et budgétaire et comptable. Quand nous aurons à provisionner des éléments qui ne sont pas prévus en début d'année,
Quand je dis prévu, je dis bien prévu, ce qui veut dire que nous devrons trouver les moyens de provisionner en fin d'année. Ce système, nous l'avons très clairement identifié en interne. Nous en avons fait une procédure qui est encore très certainement à l'étude. Et ces éléments-là, il est impératif qu'au niveau national, il n'y ait pas simplement une présentation de la certification comme un simple outil technique de comptabilité, de clarification comptable ou de transparence. C'est aussi un élément que le politique devra prendre en compte et ces éléments-là auront des incidences sur la vie quotidienne des collectivités. Deuxième élément sur lequel j'aimerais bien terminer, il y a une attention très forte, à mon sens, à donner à l'accompagnement au changement dans les collectivités. Depuis le début, et vous avez bien confirmé tout à l'heure, c'est un changement de pratique généralisé dans toute la collectivité. Ce changement de pratique, il est très certainement aussi une zone de danger. Il s'agit de bien se rendre compte que si, en fin d'année, ou quand le commissaire aux comptes se rend dans les services et qui constate que les procédures qui devaient être théoriquement appliquées, qui ont fait l'objet de beaux diagrammes, de beaux logigrammes, personne ne les applique, ça peut poser problème. Et à ce titre, je recommande de ne pas oublier les agents d'exécution. C'est bien. Les principaux acteurs, ce sont les cadres qui sont dans les services et qui sont à surveiller les travaux de leurs agents. Ces cadres-là ont beaucoup plus d'importance qu'auparavant dans ce domaine. Et je suppose, comme d'habitude, que quand il y aura un problème, on va aller chercher l'origine de ce problème. Et bien entendu que les responsabilités, les procédures que nous mettons en place ont l'avantage de poser chaque niveau de responsabilité au bon niveau. Donc, ces éléments de travail au quotidien doivent être parfaitement, des services doivent être parfaitement conscients de ce qui doit être mis en œuvre. Voilà, désolé, mais j'avais beaucoup à dire sur ce que nous avons fait.